Audio Jungle. Tous les lundis à 7h, vous allumez votre radio et vous vibrez au son de PFE. C'est le rendez-vous du football européen. Nous sommes en studio avec Fifi Asogwavi. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, je salue le plateau, je salue les auditrices et les auditeurs. Comment va le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain a repris sa place. N'est-ce pas? Ce week-end, c'est la première fois oui. Depuis le début de la saison. Il a fallu attendre, je crois, la 8e. Oui, la 8e journée. Le cours normal des choses, c'est ça? Oui, c'est sa place. C'est sa place. Nous avons également au studio Noël de Souza. Bonjour Noël. Bonjour Angelo, bonjour Fifi, bonjour aux fidèles branchés. Ravi de retrouver les studios de Sport FM. Ça fait quand même un moment où j'étais derrière, de l'autre côté. Et j'avais envie de revenir. Donc, vous savez, il y a d'autres dispositions maintenant. On est là et Dieu merci. Je pense que tout le monde est informé et s'est lancé. On verra bien ce que ça va donner. Ah oui, merci de votre présence. On attend incessamment dans le studio Messanyame Franck Nyama les affiches des majeurs. Le Classico en faveur du Real au Nou Camp. Dortmund enfonce au Schalke dans le derby de la Ruhr. Everton, Liverpool à la relance. Nous parlons de la Serie A italienne et de la Ligue 1 française au menu de la première partie. La deuxième évoque le calendrier de la deuxième journée de C1 et de C3. Duel de Ballon d'Or, CR7 face à LM10. Ils occupent une place essentielle au sein des clubs. Les capitaines, porteurs de brassards, sur quels critères sont-ils choisis? Sont-ils aussi influents ou encore intouchables? Réponse à ces interrogations dans le débat des spécialistes. Enfin, la libre antenne à travers le téléphone. Vous connaissez bien, même mieux, les numéros de téléphone par cœur. 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Plateau Foot Europe 641 à suivre sur la page Facebook de cette émission technique. Eloma Dobon, Théo Javon. Nous saluons justement Franck Nyama qui nous rejoint. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour le plateau. Comment portez-vous? On rend grâce, on va bien et c'est un plaisir d'être là. Merci d'être présent. Je suis Angelo Folique. Attachez vos ceintures, l'aventure, ça démarre. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons de la Liga espagnole, le championnat des étoiles. Il y a eu un gros match, ça dépend de comment on l'a regardé le samedi dernier à 14h du côté de la Catalogne. Fifi Asogwavi, avez-vous vu un grand match entre le Barça et le Real Madrid? Pas un grand match. Donc on sait à peu près que depuis le début de la saison, c'est quand même deux clubs qui tâtonnent. Et ce n'est pas la pleine forme comme on avait l'habitude de les voir jouer. C'était pas un très grand match, mais le Real a su dominer son sujet. Et il faut le reconnaître. Mettre 3 buts au Barça au Camp Nou, ce n'était pas donné à tout le monde. Et le Real a su le faire. Et je dirais que l'essentiel pour le Real, c'était de gagner cette rencontre et le Real l'a fait. Franck Nyama, si vous devez analyser cette partie, qu'est-ce que vous avez retenu en gros? Dans l'ensemble, je crois que j'ai vu un Real beaucoup plus volontaire. Un petit souci avec votre micro. Théo va s'affairer de l'autre côté on va peut-être vous permettre de changer de place, histoire de mieux vous entendre. Voilà, on parlait tout à l'heure de cette affiche. Le Classico reste un Classico, même si c'était dans un stade vide, voire creux. Mais vous avez vu quand même de bonnes choses. Oui, on a vu un Real qui était, on va dire, vraiment volontaire, déterminé à gagner ce match. Parce que là, vous savez que le Real sort de 2 défaites qui avaient quand même annoncé une crise dans la Maison Blanche. Cette défaite face à Cadiz, le premier, et puis derrière, Real battu à domicile par Shakhtar. Donc, il y avait une crise qui couvait déjà. Vous savez, quand on est le Real Madrid, on n'a pas le droit après à perdre des matchs de football comme ça. Donc, il fallait une réaction. Et je crois que Zidane a su gérer ses hommes mentalement, psychologiquement pour faire la différence parce que c'était quand même le Classico. Donc, il fallait gagner. C'était en déplacement aussi. Il va falloir des joueurs présents mentalement, psychologiquement, physiquement. Et je crois que dans l'ensemble, le Real qui était en 4-3-3 face à un Barça en 4-2-3-1, le Real a su faire les choses
comme il le fallait pour gagner ce match. C'était très important pour eux. Vous l'aviez dit, un match important pour le Real Madrid pour se relancer. Vous pensez aujourd'hui, Noël, que la crise a quitté le Real pour être transféré au Barça? Non, absolument pas. Vous savez, bien avant cette rencontre, ces deux formations, comme l'a dit Fifi, étaient en train de se chercher. Et c'est bizarre, bien avant cette rencontre, moi je l'avais dit, que ce soit le Barça ou le Real qui gagne cette rencontre-là, ça veut rien dire. Ça veut simplement dire que c'est la formation qui s'est mieux donnée, qui a été fort mentalement et psychologiquement sur la pelouse. C'est cette formation-là qui a empoché les 3 points. Maintenant, c'est également un championnat. Quand on prend un peu ce Real Madrid, vous allez voir qu'on n'a pratiquement pas un buteur, un joueur qui est capable de mettre la balle au fond des filets à chaque moment, à chaque fois qu'il y aura des occasions, des opportunités. Ils en ont quand même mis 3 la dernière fois. Oui, ils en ont mis 3 face à qui? Face au souci du Barça que Bartomeu et son ami. Pour vous, c'est le Barça qui est faible? Oui, l'orgueilleux. Pour vous, c'est le Barça qui est faible? Angelo Jovien, Coman n'ont pas su résoudre. Mais répondez à ma question, oui, c'est le Barça qui est faible? Le Barça est faible. Et cette saison, le Barça est faible. Si le Barça gagne un titre, ça va être, je dirais, un don de Dieu. Parce que quand vous, dans cette débâcle, ce 8-2 là face au Bayern, quand vous suivez la rencontre, vous allez voir qu'il y a 2 joueurs qui sont âgés, qui n'ont plus la capacité d'être sur une pelouse. Piqué et son ami Busquets. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont des Espagnols ou si c'est parce qu'ils ont un titre foncier au Barça qu'on ne les touche pas. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont titulaires? Oui, vous sortez Suarez. Vous ne voulez plus de Suarez. C'est là où je pique plus Coman. Vous arrivez pour vous faire montrer, la seule chose que vous faites, premièrement, c'est d'appeler Suarez en 1 minute et quelques secondes et lui dire que vous ne voulez plus de Suarez. Suarez, actuellement, en championnat avec l'Atlético Madrid, je pense, c'est 4 ou 5 buts. Vous pensez qu'il s'est planté? Oui, il s'est planté. Vous avez un joueur comme ça que vous sortez. Maintenant, je reviens sur le Real Madrid. Je dis que ce Real a été bien. Piqué aujourd'hui, il n'arrive plus à se retrouver. Quand on fait une passe dans son dos, quand vous faites une passe dans le dos de Piqué aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a le bois à la place de la colonne vertébrale. Il n'arrive plus à se retourner. Vous allez voir le premier but de comment est-ce qu'on l'appelle? Valverde, c'est ça. C'est le chemin tactique. C'est le même but. Passe de, je pense, Thomas Müller-Lewandowski pour Gnabry. Et c'est également le même chemin. Donc, vous allez voir que le Barça, aujourd'hui, derrière, c'est pratiquement difficile. C'est vrai qu'il y a un certain, le jeune Dest qui a su tenir face à Vinicius. Mais vous allez voir que de l'autre côté également, c'est Alba qui ne fait que faire la même chose. Donc, je pense qu'au Barça, aujourd'hui, on a plus besoin de bouleverser les choses pour pouvoir avoir une bonne équipe. Mais malheureusement, Messi est en train d'attendre patiemment la fin de la saison pour quitter la maison catalane. Donc, je vois que le championnat, pour le moment, avec cette victoire, le Real aura quand même cette opportunité-là, ce mental de se relancer parce qu'il y a eu 2 défaites derrière. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que Zidane également doit faire. Quand je prends Varane à côté de Ramos... Vous allez chuter là-dessus? Oui, quand je prends Varane à côté de Ramos, si Ramos n'est pas là, c'est la catastrophe derrière pour le Real également. Sur le front de l'attaque, on n'a pas ce vrai buteur-là. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger, que ce soit des 2 côtés. Mais je pense que le Real a plus de l'avance que le Barça cette saison. Fifi Assogbavi, on va parler de ce monsieur qui est Zinedine Zidane. Ça fait 6 matchs au Nou Camp, 3 victoires, 3 nuls. Aujourd'hui, apparemment, il est intouchable. Quand on parle de Classico, depuis qu'il est arrivé, je me rappelle... En tant qu'entraîneur du Real Madrid. En tant qu'entraîneur du Real Madrid, il arrive quand même... tactiquement à tenir tête au Barça. On se rappelle avant son arrivée, on a assisté à des classicos qui n'en étaient pas parce que je crois qu'on a suivi des classicos avec des victoires du Barça 5-1, 5-0. Voilà. Mais depuis qu'il est arrivé, il sait quand même jouer ces classicos-là. Je crois que tactiquement, il connaît cette équipe du Barça et arrive à contenir cette équipe. Maintenant, sur ce match-là, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, oui, le Barça aujourd'hui a beaucoup de problèmes et c'est une équipe qui va souffrir, selon moi, qui va souffrir énormément pour la saison. Même Messi, depuis le début de la saison, on ne le retrouve pas. Est-ce parce que dans sa tête, il n'est plus là? Parce que qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai l'impression que dans sa tête, il ne se retrouve pas. Son âme a quitté l'équipe. Son âme a quitté l'équipe. Soit il n'est plus là, soit il attend des décisions fortes, en tout cas que psychologiquement, le Messi qu'on connaît, ou bien Messi qu'on connaît, ce n'est pas ce qu'on voit depuis le début de cette saison. On rappelle que Messi, sur les derniers classicos, la dernière fois qu'il a marqué un but dans cette grande affiche, c'est le 6 mai 2018. On a l'impression que depuis que Cristiano aussi est parti, ça lui manque énormément. On attend de voir. Question pour vous avant de... Oui, je voudrais dire quelque chose un peu sur Zidane, qui est en train d'inverser un peu la tendance lorsqu'il s'agit du classico en Liga
Liga espagnole. Depuis son arrivée, je crois que le Real se comporte mieux par rapport il y a 10 ans où on avait parlé de la Manita et tout ce qui entoure. Et puis de l'autre côté, c'est parce que depuis 5 saisons maintenant, le Barça ne se retrouve plus au niveau des projets. Et je crois que c'est ce qui a d'ailleurs décidé Messi à un moment donné à quitter le navire. Maintenant, heureusement qu'il est là. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas totalement rentré, on va dire, dans ce qui est le Barça à proprement parler en ce début de saison. Il y a quelque peu de doute pour lui à son niveau. Pour vous, donc, Franck, oui. Messi est-il encore indispensable au Barça? Non, mais Messi est indispensable Pourquoi? au Barça. Oui, parce que c'est quelqu'un qui porte l'équipe depuis 20 ans. Il a l'âme, il a l'adrénaline même de ce club-là. Messi, c'est Barça. Aujourd'hui, son départ, on peut résumer un club à un seul joueur? C'est eux qui l'ont voulu ainsi. Depuis 20 ans, il est là. On lui a donné tous les pouvoirs, tout ce qu'il faut pour ramener le Barça à un très haut niveau. Il a réussi. Et maintenant, c'est en train de dégringoler. Donc, je pense qu'il a toujours, on va dire, quelque chose à donner à cette équipe Blaugrana. En tout cas, il y a Acho Richard Togosu qui est sur la page Facebook qui parle de cette déception que le Barça lui inflige à chaque match, que ce soit du côté de la Liga ou de la Ligue des Champions. On va parler de la VAR, de cette action entre l'Anglais et puis Sergio Ramos. Ah oui, la VAR, Ronald Koeman dit la VAR ne marche pas souvent pour le Barça, mais c'est souvent contre le Barça. Une fuite en avant ou c'est justifié? Bon, je dirais une fuite en avant parce que on ne peut pas résumer la défaite du Barça sur cette, je dirais, sur cette action. Il y a quand même eu beaucoup de choses. Le Barça pouvait quand même profiter avec plusieurs opportunités gâchées également. Donc je pense que c'est une fuite en avant de la part de Ronald Koeman. Maintenant, la VAR même, je dis que on pouvait s'arrêter à la goal line technologie, qu'on n'en crierait pas un scandale. Parce que, s'il vous souvient, les dernières journées du championnat de l'année écoulée, vous allez voir qu'il y a eu des actions pratiquement où, à chaque fois que la balle touchait la main d'un défenseur dans la surface de réparation, sans réfléchir, l'arbitre allait consulter la VAR et en même temps, c'était penalty. Et en même temps, il y avait eu, à un moment donné, je dirais, c'était érigé en règle carrément. Mais cette fois-ci, on nous dit que c'est l'arbitre central qui a je dirais, on laisse tout à son appréciation. Et ça veut tout simplement dire que qu'il y ait la VAR ou pas, l'arbitre peut toutefois apprécier que sur cette action, moi je suis penalty ou je ne suis pas. Parce que sur l'action Ramos, l'anglais a été, je dirais, induit en erreur par Ramos. Ramos était intelligent. Il a été... Noël, calmez-vous, s'il vous plaît. Oui. Mais reconnaissez aussi que Ramos a tiré le maillot de l'anglais après être tombé dans la surface de réparation. Oui. Il y a eu ceci. Je reconnais, mais je dis que c'est l'anglais qui n'a pas été malin. C'est tout. Il n'a pas été intelligent. Bon, je ne vais pas dire intelligent, mais il n'a pas été malin parce que Ramos, lui, c'est un combattant, il est là et il cherche la moindre faille pour faire du mal à l'adversaire. Donc, on connaît Ramos, il peut vous tacler, mais il sera au sol. On se souvient de cette action entre Salah et lui. Donc, vous savez, Ramos, c'est ça Ramos, quoi. C'est du Ramos. Donc, c'est tout simplement ce qui s'est passé. Fifi, votre avis sur l'interprétation de la VAR dans ce match? Parce que c'est le tournant de la partie. Moi, dès le début de cette histoire, j'avais dit que la VAR va changer beaucoup de choses. Et le football va perdre son essence, et parce qu'à chaque fois il faut revenir, il faut voir. Mais maintenant on donne quand même la latitude aux arbitres. C'est finalement eux qui décident d'aller consulter. Des fois c'est vrai, des fois on peut leur rappeler certains trucs, mais c'est eux qui au finish décident, parce qu'on voit des actions, on se dit si on était allé vers la VAR, peut-être que la décision serait autre. Mais maintenant, depuis les entraîneurs se basent sur cela pour interpréter quand ça ne va pas dans leur avantage. Maintenant, quand ça va dans leur avantage, ils ne disent rien. Sur ce match, je crois que le Barça a perdu. Ce n'est pas sur ce fait du jeu, même si on peut considérer comme un fait de jeu, mais ce n'est pas ça qui constitue au fait la base de la défaite du Barça. Le Barça, c'est une équipe à revoir. Totalement. Si le Barça veut retrouver les sommes. En tout cas, on attend de voir justement, peut-être dans le courant de la journée, il y aura une décision qui risque d'être sortie, parce qu'il semblerait que Josep de Bartomeu et tout son bureau sont attendus pour une réunion urgente du côté de la Catalogne. Si vous allez terminer sur le sujet. Assistance Rufri. On parle d'assistance. Ce qui veut dire que la VAR n'a rien, on va dire, n'a aucune autorité. On parle d'assistance.
C'est un système qui assiste l'arbitre, qui reste le seul maître du terrain et l'homme qui a le pouvoir discrétionnaire. Pour vous, sur cette action, il a pris la meilleure décision? Il a pris la meilleure décision. Ça a été tiré. Les joueurs, les défenseurs, surtout dans la surface de réparation, doivent être très malins. Parce que là, tout ce qu'ils font, c'est scruté de toutes parts, avec des dizaines de caméras sur les stades européens. Donc, c'est à eux d'être calme, d'être intelligent, de ne pas commettre ces genres de fautes. On le voit tirer carrément le maillot de Ramos. Ramos, je ne veux pas dire que c'est un comédien, mais il sait induire l'autre en erreur. Donc, je pense qu'il y a faute et cette VAR ne viendra pas corriger les choses parce que c'est les hommes qui la dirigent. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'il faut évoluer avec. Voilà quoi. Donc, c'est difficile, très compliqué. Oui. Maintenant, quand c'est à son avantage, on est content. Quand c'est à l'avantage de l'autre, on trouve toujours à dire. On va parler d'autres résultats de cette 7e journée de la Liga espagnole avec la belle victoire de la Real Sociedad, désormais leader de cette Liga-là. 4-1 face à Huesca. Retafe qui s'incline 0-1 face à Grenade. Oui, Redjen Dakonam qui a pris même un carton jaune, même qui a créé même le penalty. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est un défenseur. L'Atlético Madrid qui s'impose 2-0 face au Betis Séville avec encore un but au passage de Luis Suarez. Et puis Eibar qui épingle Séville 1-0 au classement. Curieusement, on retrouve la Real Sociedad 14 points, 13 pour le Real Madrid, 13 également pour Grenade, 12 pour Villarreal et puis 5e l'Atlético de Madrid. Au bas du classement, on retrouve Celta Vigo, Levante puis Valladolid. Suarez, Fati, Oyarzabal ont tous les 4 réalisations à leur compteur et ils sont en tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga espagnole. Le franc, désormais, on parle autre langue. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Il y avait également un entraîneur qui avait, on peut dire, pratiquement le feu aux fesses, c'est Lucien Favre, mais dans le derby de la Roure, il s'est rattrapé en corrigeant Schalke 3-0. Oui, il le fallait parce que là, le championnat est visiblement très important pour les jaunes et noirs cette saison parce que Lucien Favre, en venant au niveau du Borussia Dortmund, l'objectif c'était quand même de ramener cette équipe au sommet de la Bundesliga, mais depuis 2-3 saisons, ça ne réussit pas. Donc, il fallait gagner. Ils l'ont fait face à cette équipe de Schalke 3-0 avec notamment ce but du diable du Norvégien Erling Haaland. Donc, voilà, le Borussia Dortmund a réussi quand même à calmer un peu les choses en attendant la suite des compétitions. Du côté de Leipzig, vous allez voir que cette équipe reste leader. On est solide. Solide. Ouais. Ça a été une victoire compliquée face au Hertha Berlin, mais ils l'ont fait 2-1, ce qui permet quand même à cette équipe d'être au contrôle de la Bundesliga pour le moment. Et derrière, le Bayern également a fait le festival. C'est comme un tarif réservé au club depuis un bon bout de temps déjà. 5-0 face à Francfort avec un triplé de qui, vous imaginez, Robert Lewandowski, un but du jeune Moussiala, et puis un somptueux bijou de Leroy Sané. Donc pour faire les 5-0. D'autres résultats, on a Werder qui n'a pas réussi à faire tomber Hoffenheim d'Ilas Bebou, un but partout à l'arrivée. Wolfsburg et Arminia Bielefeld, c'est une victoire serrée, mais une victoire quand même pour Wolfsburg, 2-1. Stuttgart et Cologne ont fait un partout. Mayence a été surpris à domicile par Mönchengladbach, 2-3. Et Union Berlin n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. C'est un partout face à Fribourg. Et ça fait 25 buts. Mais il reste un dernier match pour le compte de cette 5e journée à disputer aujourd'hui. Et sera entre le Bayer Leverkusen et Augsbourg. Au sortir de cette 5e journée, c'est naturel. Robert Lewandowski, il a encore commencé 10 buts après 5 journées en championnat, et suivi de Andrej Kramaric de Hoffenheim, 6 buts. Erling Haaland, 3e, 5 buts. On parle de Niklas Füllkrug de Werder, 4 réalisations. Et puis Serge Gnabry du Bayern de Munich qui a également marqué 3 buts pour constituer le top 5 des buteurs. Au niveau des classements, ou bien du classement, on a Leipzig en tête avec 13 points, suivi du Bayern de Munich, 1 point de retard, 12. 3e, Dortmund, 12 aussi. C'est très serré pour le moment en haut du classement. 4e, Stuttgart. Là, l'écart se creuse un tout petit peu. 8 points pour Stuttgart. 4e. 5e, Mönchengladbach, 8 points. Et en 8e position, on retrouve Hoffenheim d'Ilas Bebou, 7 points.
au bas du tableau, on a Arminia Bielefeld de 14e, 4 points. 15e, Hertha Berlin, 3 points. 16e, Cologne, 2 points. Un petit point pour Schalke 04. C'est vraiment inimaginable en ce début de saison, mais c'est la réalité. Et puis, Mayence qui, après 5 journées, n'a pas réussi à enregistrer le moindre point. Ce qui veut dire que ça fait 5 journées. 0 point pour Mayence, 18e. Oh là là, Schalke et Mayence qui sont pratiquement dans le dur. Dans le dur. Donc on attend de voir. Pour Schalke au moins. Vivement, peut-être le lundi à venir, on reviendra sur la méforme de cette équipe qu'est Schalke, qui, on se rappelle, en 2010 avait déjà disputé une demi-finale de Ligue européenne des champions. Mais qu'est-ce qui se passe? On le saura. La tuile, l'information, la mauvaise, on peut la noter ainsi. Du côté du Bayern, c'est la blessure d'Alphonso Davies. Alphonso Davies qui s'est blessé lors du dernier match, c'est un coup dur. Oui. Pour le joueur d'abord, parce que ça va le priver de beaucoup de matchs. On parle de 5 à 6 semaines d'absence. Voilà, déjà, ça fait pratiquement, on va dire, un mois et plus, un mois et demi de repos forcé. Donc, pour quelqu'un qui a envie d'être dans la compétition, d'être performant, ces genres de blessures viennent souvent diminuer, on va dire, le physique du joueur au cours d'une saison. Espérons quand même qu'il va retrouver rapidement les pelouses. C'est un talent, c'est un joueur sur qui compte beaucoup Hansi Flick. Il est important pour le club bavarois. Donc, on espère le retrouver très, très vite dans l'effectif bavarois. Beaucoup de courage à Alphonso Davies du Bayern Munich. Fut-le donc Real Nuyama, cette fois-ci destination English Premier League News. Nous parlons de la Première Ligue anglaise avec la 6e journée disputée cette fin de semaine. On va parler de ce match entre Southampton et Everton. Fifi, la première défaite des Toffees de Carlo Ancelotti, qui plus est à l'extérieur. Ah oui, quelqu'un parle d'un retour à la normale pour Everton. Retour à la normale, bon, est-ce que ce n'est pas trop tôt de le dire? Ils ont bien commencé. Après 5 journées, je crois qu'ils ont aligné 5 victoires. Oui, tout à fait. Et ils étaient en tête du classement et ils tombent en déplacement. Ça devait arriver à un moment donné. Oui. Et c'est rare de voir un club comme ça en Première Ligue gagner tous ces premiers matchs, les 10 premiers matchs du championnat, et ça devait arriver à un moment donné, mais c'est peut-être un coup d'arrêt avant de confirmer ce que la personne vient de dire. Il faut attendre encore quelques journées et voir si Everton va remonter la pente ou va continuer sur cette même lancée-là. Oui. Mais en tout cas, c'est un beau coup pour Southampton aussi. Oui. Et voilà, on verra en tout cas la suite avec Everton. En tout cas, une équipe d'Everton qui était totalement à côté de la plaque. Ce dimanche face à la formation de Southampton. Leicester avec Jamie Vardy, encore une fois bourreau d'Arsenal. Noël de Souza. Oui, vous savez, Arsenal, c'est cette formation-là qui nous avait habitués à ne plus tenir tête aux grandes choses de ce championnat. C'est vrai qu'avec l'arrivée d'Arteta, il y a quand même eu certaines victoires face aux gros. Oui. On pense à Chelsea, on pense à City, United même. Oui. Donc, vous savez, même Liverpool. Oui, donc Arsenal était en train de revenir. Maintenant, face à Leicester, il fallait se donner jusqu'au bout. Oui. City en sait quelque chose. Donc, on est Vardy. C'est un joueur qui ne sait pas faire autre chose que de mettre la balle au fond des filets. Quand il est sur la pelouse, lui, son objectif, c'est un peu un certain Luis Suarez. C'est un vrai tueur. Il n'a pas d'autre chose à faire. Mettre la balle au fond, c'est ça son souci. Oui. Donc, je pense qu'Arsenal en a payé les frais. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Arsenal, avec ce qui est en train de construire ou essayer de construire Arteta, ça peut revenir. C'est vrai que les fans n'ont pas encore retrouvé cette suffisance-là, cette confiance totale, mais Arsenal aujourd'hui, je pense que c'est mieux qu'Arsenal d'entre-temps. Aujourd'hui, je pense même qu'Arsenal donne un peu plus d'assurance que United, même si United peut aller battre Paris dans son temple. Vous savez, Arsenal aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai qu'Ozil est en train d'être, je dirais, écarté. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Mais vous avez des infos concernant la mise à l'écart de Mesut Ozil? Je n'ai pas des infos, mais je pense que ça doit être des problèmes extrasportifs. Parce que Ozil, qu'on le veuille ou non, c'est un joueur qui a de l'expérience. Arteta ne compte pas sur lui. Lui, il pense que c'est quelqu'un qui ralentit le jeu. Donc, pour lui, il ne rentre pas forcément dans son plan.
Mais au-delà de tout, Ozil reste un très très bon joueur de qualité avec expérimenté, un pied gauche assez intéressant. Il reste quand même champion du monde, mais ce n'est pas l'avis du technicien espagnol. En tout cas, et moi je pense également qu'Arteta en fait trop de ce côté-là. Peut-être qu'il a bien appris la leçon de Pep Guardiola. C'est le coach. Oui, je pense qu'il a appris la leçon de Pep Guardiola qui arrive à un moment donné prendre des décisions que personne ne comprend et qu'il assume d'ailleurs. Il ressemble à son maître apparemment. Même avant l'arrivée d'Arteta, est-ce que Ozil était autant titulaire? Oui, mais l'écarter, ne pas le mettre, ne pas le mettre sur les listes. Oui. Je pense que c'était de trop pour. C'est ce qu'il ne fallait pas faire à mon avis pour Arteta. Ozil pouvait être sur le banc, il pouvait revenir. Il y a des blessures au cours des saisons. Mais là, il est complètement écarté. Oui, de la liste on des veut plus 25 de joueurs lui. retenus pour la Ligue européenne. Il reste quand même le deuxième meilleur salaire du club derrière Aubameyang. Oui. Donc quelque part, lui, il est là. Mais on est prêt à lui payer, mais à ne pas le faire jouer. C'est quand même incroyable. C'est quand même très incroyable. Et on va parler d'autres résultats. Liverpool qui s'est imposé face à Sheffield United 2-1 avec au passage une passe décisive de Sadio Mané. 0-0 entre Manchester United et Chelsea. City qui cale à West Ham 1 partout. Et puis la belle victoire de Leeds United 3-0 face à Aston Villa grâce à un triplé de Patrick Bamford. Vous allez suivre ce joueur durant toute la saison. Il est tout simplement exceptionnel. Au classement, on retrouve Everton 13 points, 13 pour Liverpool. Aston Villa 12 unités, 12 également pour Leicester. Et puis 5e, Leeds United 10 points. Au bas du classement, on retrouve Burnley, Sheffield United et puis Fulham. Au classement des meilleurs buteurs, on a Calvert-Lewin, 7 réalisations, 7 pour Edminson et puis 6 pour Patrick Bamford. Nous parlons justement d'un autre championnat. C'est... Tutto calcio Italia. Ah oui, on va parler de la Ligue 1 française. On ne sait pas si Ozil va débarquer un jour en Ligue 1 française. C'est possible. C'est possible de voir Mesut Ozil là-bas. On a déjà vu des joueurs quitter la première de la Ligue 1. Il y a Zarif qui parle que Ozil, pour lui, c'est fini. Pour les majors, il peut partir pour être dans son pays d'origine, la Turquie, pourquoi pas, pour poursuivre sa carrière. Bon, en tout il cas, peut encore jouer. C'est l'avis de Zarif sur le Facebook Live. Même en Allemagne. Il peut retourner, n'est-ce pas? Alors, on va parler de la Ligue 1 française avec cette belle victoire ce dimanche de Lyon face à l'AS Monaco, Fifi. Oui, ça fait 4-0. 4-1. 4-1 plutôt. Vous allez faire des jaloux. C'était l'affiche du week-end, mais en France, ça a tourné au vinaigre pour Monaco. Oui. Et il faut quand même dire, Charles Toko Ekambi, le Camerounais, est passé par là également par un doublé. Il y a Depay aussi qui a marqué. Puis voilà les 4 buteurs. C'est bon pour le moral des Lyonnais. Hein? C'est bon pour le moral des Lyonnais parce que depuis quelques journées, là, ça tâtonne également du côté de Lyon. Exactement. Mais on se posait beaucoup de questions parce que Lyon ne joue pas de coupe européenne. Voilà, donc, était quand même... avait tout son effectif à disposition et donc on ne comprenait pas même le match nul face à Marseille où ils étaient en supériorité numérique jusqu'à la fin de la partie. Ils n'ont pas su prendre l'avantage et voilà, donc ils se rassurent face à Monaco et même Monaco qui s'enfonce parce que... Vous pensez que Kovac va continuer quand on sait que les oligarques russes, ils ont souvent des décisions assez bizarres qu'ils prennent. Oui, ils ont des décisions assez bizarres et il était arrivé, Kovac, et il avait bien commencé, à mon avis. Mais depuis quelques journées, là également, c'est la descente et ce score-là ne semble pas arranger les choses. Mais maintenant, à mon avis, il faut peut-être encore laisser un peu de temps à Kovac. Mais comme tu viens de le dire, les Russes, souvent, en tout cas, ne prennent pas les décisions comme nous, on les pense. Et aussi, ils ont fait quand même le fort cette saison de garder leur effectif avec quelques joueurs expérimentés, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Moi, je pense qu'on doit lui laisser le temps. S'il entre encore dans une instabilité en renvoyant Niko Kovac, ça ne va rien donner. Regardez un peu sur les 3 dernières saisons, j'allais dire, la comédie qu'ils ont fait en renvoyant le Portugais, en le faisant revenir. Henry est passé par là. J'espère que Ribolovlev et son bras droit Petrov ne vont plus renvoyer Niko Kovac, parce que là, il est dans la reconstruction. Vous allez voir que c'est des jeunes sur ce match-là. Si vous voyez,
c'est Monaco qui a tenu toute la partie. Qui a même imprimé le rythme à la partie. Mais bizarrement, ils ont trop joué en oubliant de marquer, de mettre le ballon au fond. Donc voilà, Lyon avait quand même 48% de possession. Voilà. Le reste, c'est pour Monaco. Donc, c'est une équipe très jeune qui arrive et je crois qu'il faut lui donner le temps à Niko Kovac, j'allais dire, de pouvoir construire quelque chose de bien. On a parlé de Lyon, on va parler d'un autre olympique, Marseille qui a gagné. Même si c'est petit. C'était le samedi en déplacement à Lorient. D'accord. 0 but contre un Balerdi à la 54e minute a donné l'avantage à Marseille. Ça fait, je crois, la deuxième ou la troisième victoire d'affilée. C'est bon, non? C'est bon pour le moral. Pour le moral des Marseillais avant de rencontrer Man City. Même s'ils ont beaucoup plus de mal à jouer à domicile cette saison, on ne comprend pas pourquoi. Ils s'en sortent à l'extérieur, 1-0. Ils reviennent de la Grèce avec une défaite et ils ont quand même déroulé après. C'est bon pour le moral. Des nouvelles du Paris Saint-Germain, Fifi? Oui, le Paris Saint-Germain, c'était également le samedi à dominer. C'est tout Dijon. Bon, c'est le dernier au classement, 4-0. Les premiers buts de Moïskine. Oui, il a fait un doublé. Un doublé a pu Mbappé en rentrant en jeu aussi, a fait un doublé. Ça fait 4-0. D'accord. Les autres résultats rapidement, Saturnin Alagbé qui n'a rien vu. Il faut parler de Rennes. Oui, allez-y. Rennes qui perd à domicile et qui perd également la tête du classement parce que c'est la victoire de Angers à Rennes. Oui. Un but contre 2. Est-ce que le match de la Ligue des Champions passé par là, ce n'est pas évident de jouer sur les deux fronts. Rennes qui découvre également la Ligue des Champions comme ça. Bon, on espère revoir un autre Rennes dans les jours à venir. Les autres résultats rapidement. Reims qui se relance à Montpellier 4-0. Metz qui domine Saint-Etienne et qui l'enfonce également 2-0. Strasbourg qui bat Brest en déplacement 3-0. Bordeaux qui domine Nîmes 2-0. Et puis le match nul entre Nice et Lille. Un but partout. Au classement, nous avons à la première place le PSG qui a 18 points plus 17, même nombre de points pour Lille qui est deuxième, qui a 18 points plus 11, et Rennes qui est troisième avec 15 points, Marseille quatrième avec 15 points, Nice est cinquième avec 14 points. En bas de classement, il y a Strasbourg 18e, 6 points, Reims 19e, 5 points, Dijon bon dernier avec 2 points. Et je reviens, c'était plutôt Lille qui était premier et c'est plutôt Lille qui a perdu sa place de leader et non Rennes. Heureusement que vous avez rattrapé le coup. Voilà, au classement des buteurs, il y a Nian de Metz blessé qui garde toujours la tête avec 6 buts, suivi de Mbappé. Et grâce à son doublé qui l'égale désormais, également 6 buts. Dia de Metz également 6 buts. De Paille, 6 buts également. Et puis Ben Yedder, 5e, avec 5 buts. Wissam Ben Yedder, l'attaquant de l'AS Monaco. Mille merci, Sa Majesté Fifi Assobavi. On boucle le tour des majeurs avec... On va y aller, la 5e journée avec les résultats suivants. La Juventus qui fait 1 but partout face à Hellas Vérone. La Juve sans Cristiano Ronaldo atteint de Covid, mais asymptomatique, nous le rappelons, qui n'est pas encore de retour dans le groupe d'Andrea Pirlo. La Fiorentina bat la l'Udinese 3-2. 1 but partout un but contre 2 entre Benevento et le Napoli. La belle victoire de l'Inter Milan, 2-0 face au Genoa. Et puis, festival de buts entre Sassuolo et Torino, 3 buts partout. Au classement, on retrouve le Milan, c'est 12 points, 11 pour le Napoli qui a été pénalisé récemment d'1 point par rapport à cette situation concernant le Covid-19. Le Sassuolo est 3e avec 11 points, 10 pour l'Inter Milan. La Juve est 5e avec 9 unités au classement des Capocannonieri. On retrouve 3 joueurs à 5 buts. Lukaku, Caputo et puis Belotti. On attend le match Milan AC AS Roma ce soir à partir de 19h45 minutes, temps universel. Question à 30 secondes. La Juventus, elle titube, vous y croyez pour la suite, pour Pirlo? Je ne sais pas trop. Ça fait 4 matchs qu'ils n'ont plus gagné. Ça fait une victoire, 3 matchs nuls. C'est quand même bizarre. Surtout hier, face à Hellas Vérone. Cette équipe qui était à leur portée, on se demandait qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être l'absence de Cristiano Ronaldo. On ne sait jamais. Mais on sait que la vieille dame est dans le dur depuis 4 matchs. Et ça ne ressemble pas au champion en titre. On attend de voir la suite avec Andrea Pirlo à la tête de cette formation du Piémont. On va parler désormais
On a fini avec les majeurs cette fois-ci. On aborde la Ligue européenne des champions. Ah oui, vous aviez raison entre-temps, mais ce n'est pas encore la fin du championnat, mon cher Noël. On va parler de Ligue européenne des champions. La deuxième journée, dès mardi, on a les groupes A, B, C et D qui entrent dans la danse. On va s'arrêter sur ce match entre Marseille et Manchester City. À quoi cela va ressembler, Noël de Souza? Bon, vous savez, sur le papier, on peut bien dire que Man City va, je dirais, pulvériser tout simplement cette formation de l'Olympique de Marseille. Maintenant, on sait quand même que City, avec les clubs français, surtout les récentes rencontres face à Lyon, ce n'était pas aussi ça. Maintenant, il y avait un Lyon qui était en forme, qui était bien engagé sur la pelouse. Aujourd'hui, avec l'Olympique de Marseille, est-ce que ce sera le même... la même performance quand on sait également que Marseille est plus porté, quand on a les supporters derrière, quand ça crie au Vélodrome. Mais cette fois-ci, avec cette crise de Covid, on n'a plus cette opportunité-là. Donc je dirais tout simplement que ça va être très difficile quand on sait également que cette formation de Pep Guardiola nous avait habitués à des débuts poussifs en Ligue européenne des champions, mais dernièrement, ils se sont bien montrés sur la pelouse face à Porto. C'est vrai que Porto avait ouvert le score, mais il y a eu l'égalisation avec ce but d'Aguero. Derrière, Ilkay Gundogan qui avait mis ce coup de pied arrêté, ce coup franc également. Le jeune Ferran Torres qui était rentré, il prend la balle sur le côté gauche, il dribble et il frappe, ça fait but. Donc ça fait 3-1 pour cette formation de City. Donc je pense que cette fois-ci, ça va être très très difficile pour cette formation de l'Olympique de Marseille qui a cravaché dur, hein, qui a fait les pieds et les mains pour ne pas encaisser beaucoup de buts face à l'Olympiakos. Donc je pense que ça va être très difficile pour la formation de l'Olympique de Marseille. Si City n'est pas bien, ça peut faire un match nul, mais on ne peut pas compter sur City en Ligue des Champions. C'est la triste réalité. Donc je dirais tout simplement que cette rencontre-là va être disputée, même si City peut quand même pulvériser cette formation de l'Olympique de Marseille. Franck? Oui, il y a des doutes par rapport à la prestation de l'Olympique de Marseille en Ligue européenne des champions. Les statistiques ne sont pas à leur avantage. Ils ont 10 matchs sur les dernières années, 10 défaites. Ce qui veut dire que Marseille part déjà perdant. Maintenant, ça va se jouer sur le terrain. Et comme Noël l'a dit, City ne semble pas avoir beaucoup de chance face au club français. Et il y a les preuves de la dernière fois avec Lyon. 3-1 à l'arrivée en Ligue des Champions. Donc, on attend de voir peut-être un Marseille survolté pour pouvoir faire l'affaire face aux Citizens. Mais j'ai envie de dire que Marseille n'a pas forcément l'effectif pour pouvoir tenir tête en Ligue européenne des champions. Mais vous savez, les matchs sont tout autre chose. Peut-être que Marseille va être, on va dire, gonflé à bloc après cette défaite, ce premier revers face à Olympiakos. On attend de voir ce qui va se passer. En tout cas, il y a Achou Richard qui réagit sur la page Facebook de l'émission en disant qu'il ne faut pas donner de faux espoirs aux supporters marseillais. Marseille fera rien face à City. Non, mais c'est possible. C'est son avis, non? Oui. Il a été tranchant tout à l'heure. Oui. Peut-être qu'il ne veut pas avoir mal. Un supporter marseillais qui ne veut pas avoir mal. Oui, il se dit déjà que c'est un match perdu d'avance et pour ne pas trop souffrir. Mais il faut reconnaître que City aussi cette saison, c'est vrai, a gagné son premier match à domicile face à Porto, mais en championnat, ce n'est pas aussi ça. Et c'est une équipe qui doute aussi. Et Marseille peut en profiter pour faire un résultat. Vous gardez le micro. On va parler de la Juventus face au Barça. Les matchs du groupe E, F, G et H dans la poule G. Cristiano pourra peut-être là face à Lionel Messi. Ouais, je suis sûr que c'est un match que Cristiano voudrait absolument jouer et face à Messi. Quand on prend les derniers résultats du Barça, on dirait que la Juve n'est pas favori dans cette rencontre-là. Mais c'est un match de Champions League et quand on prend un match de Champions League comme ça, avec une équipe en face qu'on a envie de jouer, on se dit que les joueurs peuvent se décarcasser, peuvent se surpasser pour offrir un meilleur rendement. Mais sur le papier, quand on prend la forme actuelle
des deux équipes, pour moi, la Juve est légèrement en avance. On parle quand même d'un duel entre deux ballons d'or. Ça va faire 11 à tous les deux. Franck Luniama, 30 secondes, et puis Noël, 30 secondes, et on boucle le dossier. Je pense que c'est un match assez intéressant. Lorsque vous voyez le Barça qui a envie de revenir, de mettre encore sa main sur cette compétition qu'elle n'a plus gagnée depuis 2015. La Juve qui est à la recherche du Graal aussi depuis plusieurs années. Vous l'avez dit, ça va faire un match entre 11 ballons d'or, 5 pour Cristiano Ronaldo, 6 pour Messi. Donc, les deux clubs n'ont pas préparé de la meilleure des manières cette rencontre, ce qui veut dire que ça va se jouer sur le mental, sur on va dire un système tactique, et celui qui aura, on va dire, en fait la maîtrise de la pression, si on peut le dire, par rapport aux derniers résultats des deux clubs, va pouvoir faire la différence. Cristiano Ronaldo aime jouer ces genres de matchs. J'espère que c'est le cas pour Messi, qui est un peu en dedans en ce début de saison, mais ça reste un très grand match sur le continent européen. Le Barça va prendre 8-2 face à la Juventus? Non, ce sera du 50, ce sera du 50-50. Quand hier Bonucci sortait peut-être sur une blessure, on ne sait pas si le joueur sera disponible ou pas. Vous voyez, contre Barça maintenant. Non, vous savez qu'avec la Juventus de Turin également, ce n'est pas aussi la grande forme. Derrière il y a eu également, un match nul hier. Oui, il y a eu plusieurs matchs de contre-performance selon moi. Cristiano n'est pas là, on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Sa présence pourrait changer beaucoup de choses, mais je pense cette fois-ci que le Barça également va quand même essayer de colmater les brèches, c'est tout. Sinon, quand c'est Piqué également, heureusement, je ne sais pas où malheureusement ne sera pas là, mais il y aura Busquets qui sera au milieu de terrain. Donc, vous n'avez pas cette stabilité dans les lignes. Ça veut tout simplement dire que beaucoup de choses peuvent se passer dans cette rencontre. Mais quand il y a Messi, Ronaldo, vous savez, ce sont des joueurs qui à eux seuls peuvent changer les donnes au cours d'un match. En tout cas, on suivra de toutes les façons ces rencontres de Ligue européenne des champions au cours de la semaine, mardi et mercredi, avec nos partenaires de Canal+. Et puis le jeudi, on aura la deuxième journée de la Ligue Europa, la Gantoise, face à la formation d'Ilas Bebou, qui n'est autre que Hoffenheim. On suivra tout ça et les résultats. On aura tout le plaisir de vous les décrypter le lundi à venir. Fini, justement, pour les coupes interclubs. Cette fois-ci, on va essayer de débattre un tout petit peu. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souris. Le débat des spécialistes. Alors, ce qui nous réunit encore aujourd'hui autour du débat, des discussions sans langue de bois, c'est l'aspect ou la thématique des capitaines, ces joueurs porteurs de brassards au sein des clubs et en même temps au sein des sélections, ça dépend. Et alors, Franck Luniama, sur justement cette thématique, sur quels critères les entraîneurs choisissent-ils leur capitaine? Vous avez des éléments? Oui, un capitaine, il est choisi par rapport d'abord à son vécu au niveau du club, à son expérience, à ce que le joueur dégage comme personnalité, son caractère. Puisque là, pour avoir un capitaine, un bon capitaine, il doit être un leader. Il doit pouvoir être capable de rallier les gens par rapport à sa vision. Donc, un capitaine, c'est quelqu'un qui est d'abord un meneur d'hommes et qui le dégage sur le terrain. Et c'est on va dire, quelqu'un qui dégage de la personnalité. Et qui, à un moment donné, est un peu, ou bien pas, à un moment donné, il est d'ailleurs le porte-parole, celui qui peut défendre les joueurs. Donc, je pense que... Comme on le voit avec Djenda Konam, avec Retafe et la sélection. Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour ce club. Il a du vécu, il a apporté plein de choses. Il a du talent, il a du caractère. Lorsque vous prenez Sergio Ramos, c'est quelqu'un qui tire son équipe vers le haut. On voit souvent que s'il n'est pas là, c'est un peu la débandade dans la Maison Blanche. Mais juste le fait pour les joueurs de sentir qu'il y a un capitaine, un monsieur qui se nomme Sergio Ramos, il y a un monsieur qui se nomme Djenda Konam, tout le groupe est fort, tout le groupe est gonflé à bloc pour aller chercher la victoire ou bien pour défendre vraiment les couleurs de l'équipe. Donc, à partir de ce moment-là, les entraîneurs choisissent leur capitaine
d'abord du fait de son vécu, son expérience, son caractère, de sa personnalité, ce qu'il apporte au groupe. Fifi Assogbavi, est-ce qu'aujourd'hui, un capitaine doit forcément être un ami de l'entraîneur pour qu'il soit choisi, afin qu'il défende ou transmette le flambeau sur le terrain? Non, votre avis? Je ne crois pas. Franck vient de donner beaucoup de caractéristiques. Et moi, j'ajouterais également tout cela. Il doit être aussi performant sur le terrain, doit être l'un des meilleurs. Maintenant, l'entraîneur doit être l'ami de tous les joueurs dont il a la charge, ou bien dont il a de tous les joueurs de l'équipe dont il a les destinées. Donc, moi, je me dis, c'est le joueur-là capable de rassembler tout le monde autour de lui, un joueur pragmatique, un joueur aussi excellent sur le terrain, et pour que les autres se retrouvent également en lui. Et donc, ce sont les critères, selon moi, qui doivent conduire un entraîneur à choisir un capitaine. Pas forcément son ami intime, son ami personnel. Mais maintenant, on voit aujourd'hui certains entraîneurs choisir ou décider de prendre le plus expérimenté également. On l'a vu entre-temps avec Abalo Dossé en équipe nationale, parce qu'à un moment donné, vrai, il avait les qualités, il était pragmatique, il était performant sur le terrain, mais il était aussi l'ancien, l'aîné des autres, pour que les jeunes aussi qui arrivent puissent se retrouver en lui. Mais il y a d'autres qui décident, au-delà de tout, de choisir le meilleur sur le terrain. À un moment donné, on l'a vu, je prends encore le cas du Togo avec Emmanuel Adebayor, qui n'était pas forcément le plus expérimenté ou le plus pragmatique, mais qui était le plus excellent. On lui avait remis également le brassard de capitaine. Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Aujourd'hui, il y a certains entraîneurs qui choisissent des milieux de terrain comme capitaine, d'autres gardiens de but, à l'instar par exemple de Manuel Neuer, des défenseurs comme Dieng Dakonam. Votre avis là-dessus, sur justement cette thématique-là? Oui, je pense que peu importe le poste du joueur, l'entraîneur devrait normalement tenir compte des différents critères. Vous savez, Franck et Fifi l'ont dit, être rassembleur, avoir cette capacité-là d'être celui qui défend ses coéquipiers quand il y a des situations, ne pas se cacher, parce que c'est le capitaine qui représente le groupe après tout. Est-ce que c'est celui également qui réclame trop au niveau de l'arbitre? Pas forcément ça. Vous savez, quand vous avez l'habitude je dis, frustrer les arbitres avec vos réclamations, ça ne va plus porter. Il faut être tranquille, il faut réclamer ce qu'il faut réclamer, et ça permet quand même à l'arbitre de vous montrer un peu de respect. Quand vous êtes tout le temps là parce que vous avez le brassard, il va vous montrer qu'il est le seul maître à bord sur la pelouse. Donc je pense que ce côté-là, c'est également à revoir. Mais je dirais tout simplement que, vous savez, aujourd'hui, comme l'a dit Fifi, on voit qu'il y a des joueurs qui, à cause de leur excellence, à cause de leur nom, à cause de cette capacité-là qu'ils ont à briller au-delà des frontières, on les laisse les brassards. Quand je prends un peu Messi, quand je prends un peu Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs également, vous allez voir que dans des équipes, on pouvait quand même donner les brassards à d'autres joueurs. Vous savez, parfois, il y a des capitaines qui sont modestes. Ce sont des joueurs qui n'ont pas forcément cette capacité-là de briller, d'être le plus excellent, mais ils ont la capacité de gérer, de temporiser les choses. C'est des cadres de vestiaire? Oui, ce sont des cadres de vestiaire. Maintenant, vous savez, ça dépend de... Après tout, la balle est dans le camp de celui qui dirige l'équipe. C'est lui qui décide de remettre le brassard à celui-ci ou à celui-là. Avec United aujourd'hui, avec Ole Gunnar Solskjaer, je pense que ça débat un peu de partout. Il y a des gens qui le critiquent. Pourquoi est-ce qu'il va donner le brassard à Bruno Fernandes, à celui-ci? Donc, ça crée un peu de l'instabilité. Maintenant, il va falloir que ceux qui dirigent ces équipes-là essayent de savoir à qui remettre le brassard pour ne pas en payer les pots cassés, parce que quand ça ne va pas, on va dire après tout c'est vous qui l'avez mis dans cette posture là. Donc je pense que c'est beaucoup de choses à revoir là. Sinon, être un portier ou tout, vous voyez Neuer, ça le va bien, ça va bien à Neuer, ce qu'il fait tranquille, on dirait parfois même qu'il est un joueur parce qu'il sait bien jouer. Alors on va faire le tour de table en parlant justement de ces capitaines. Aujourd'hui, est-ce qu'un capitaine de club est-il obligatoirement capitaine de sélection?
Non, pas forcément. Mais au Togo, par exemple, le cas, il est là. Djenda Konam, il est dans les deux cas. Sergio Ramos, par exemple. Peut-être c'est une coïncidence. Comment vous l'expliquez, vous? C'est une coïncidence. Oui, un joueur peut être capitaine dans son club, mais pas capitaine en équipe nationale, parce qu'en équipe nationale, c'est autre chose. C'est une autre vision, c'est une autre philosophie. Et il va falloir du bagage, de l'expérience, du caractère, de la personne, du leadership pour réaliser tout ça. Donc, aujourd'hui, Ramos est capitaine de la sélection espagnole, capitaine du Real Madrid. Djenda Konam est capitaine de Retafe, capitaine j'allais dire, des éperviers. Manuel Neuer est capitaine de Bayern et puis capitaine de la Nationalmannschaft. Ces joueurs peut-être ont toute autre qualité que les autres n'ont pas. Donc je pense que ils le méritent au vu de ce qu'ils montrent sur le terrain, au vu de leur personnalité et au vu des résultats qu'ils produisent ces derniers temps. Donc aujourd'hui, pratiquement personne ne pourrait disputer ce brassard à Neuer, par exemple. C'est un exemple. Et au Real, personne ne pourrait disputer ce brassard à Sergio, à moins qu'il n'est absent. Donc je pense que c'est des joueurs qui ont montré tout ce qu'ils valaient, tout ce qu'ils ont dans leur ventre. Et aujourd'hui, ça va bien pour eux, par exemple. En tout cas, cette situation, elle est plus ou moins appréciée par certains. Comme vous l'aviez dit, il y en a d'autres qui se sentent plus expérimentés, plus starifiés, mais ils n'ont pas le brassard de capitaine, contrairement à ceux qui sont modestes, mais qui ont justement cette responsabilité. Et puis, il y a des fois... Après Noël, oui, et puis on termine. Il y a des fois, on a l'impression que... Oui. Et les entraîneurs, des fois, tâtonnent parce qu'ils se retrouvent dans des dilemmes où est-ce qu'il faut donner ça à la star de l'équipe. Oui. Celui qui est bien vu à travers les championnats. À travers les championnats, qui est adulé par le public, ou donner ça au plus expérimenté, peut-être modeste, mais qui a aussi cette capacité de conduire les autres. Et les autres, là, il y a ce dilemme qui arrive des fois. On en a vu en équipe nationale du Togo à un moment donné, où il y a des gens même qui ont été blessés par rapport à ça parce qu'ils s'estimaient plus expérimentés que d'autres. Et voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. Il va falloir... je ne sais pas quelle solution trouver parce que ce n'est pas aussi facile aux entraîneurs. Tu arrives dans un pays où tu arrives dans une équipe où il y avait déjà des stars comme Messi ou comme Cristiano, mais à côté il y a Ramos qui est là, à qui donner, à qui ne pas donner pour ne pas frustrer tout le monde. Un instant, très rapidement, c'est pour cela que certains entraîneurs font la rotation d'abord avant de prendre leur décision. Voilà. On parle de capitaine général, capitaine de vestiaire et puis capitaine du match. Il y en a d'autres même qui soumettent les joueurs à un vote et celui qui récolte le plus de voix devient capitaine. Rapidement, 30 secondes avant de passer la voix aux auditeurs. Au Barça, je pense, mais vous savez, il y a également des discussions qui se font pour pouvoir harmoniser les choses, pour pouvoir permettre à tout le monde de donner son avis, parce qu'à un moment donné Messi était capitaine de la sélection argentine, mais Mascherano était là, donc à mon avis, à mon humble avis, Mascherano méritait quand même ce brassard là que Messi, mais je pense que c'est Mascherano lui-même qui aurait quand même dit mais on le donne à Messi parce qu'après tout c'est lui qui a vu, c'est lui qui est sur les affiches et tout ça, donc vous savez il y a ces discussions là qui pourront quand même permettre de faire taire les divergences pour pouvoir permettre à l'équipe d'avancer. Parce que si ce problème de brassard crée des soucis, l'équipe ne peut pas avancer. En tout cas, merci d'avoir donné votre avis justement sur cette thématique de capitaine. On va prendre les auditeurs. Bonjour, vous êtes déjà en ligne en direct. Ah ouais, bonjour grand frère. Oui, Faustin, comment ça va? On rend grâce aujourd'hui, chez vous. Oui, c'est Gérardson, non? Ah oui, Gérardson. Ah ouais. Oui, allez-y, Gérardson. Ami Gaspillé, c'est comment? Ça va, bonjour, comment? Elle s'appelle Fifi à Sogbavi. Ouais, Angelo. Oui. Vous savez, cette saison, j'ai fait une petite remarque. Je ne sais pas que, comme il n'y a pas le monde dans le stade, c'est ça qui donne la force aux petites équipes. Oui. Parce que cette saison, les petites équipes arrivent toujours à embêter les grands. C'est ça. Et tous les championnats, tous ceux qui sont prétendants au titre aujourd'hui, ils arrivent toujours à se peiner. D'accord. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi, selon toi, Sir Gérardson? C'est dû à quoi? Quoi? Oui, cette méforme des grands, c'est dû à quoi? Ouais, c'est ça que je dis. Le moment où il y a plus le monde au stade, ça peut jouer parce que les petits, s'ils voient le monde, c'est comme s'ils n'arrivent pas à jouer. Okay, voilà le petit premier qui est arrivé à battre le Real Madrid. Et mon ami, si c'est que le Santiago Bernabéu était plein à claquer, il ne peut pas jouer. Ah d'accord, je vois bien.
Le Classico a été joué le samedi passé. Oui. Vraiment, Koeman, il va avoir du pain sur la planche. N'est-ce pas? Parce que vraiment, c'est que ce système de jeu ne se trouve pas dans l'ADN de la FC Barcelone. Il a fait une très grande erreur en laissant partir Luis Suarez. L'attaque du Barça aujourd'hui ne fait plus peur. C'est ça. De même que du Real Madrid, mais plutôt de l'autre côté du Barça. C'est seulement Lionel Messi qui fait peur. Si on arrive à le bloquer, il n'y a rien là-bas. Luis Suarez a quitté le Barça, ça fera mal aux 8 talents, comme le dit. Merci beaucoup, Gérardson, d'avoir pris la parole. Merci infiniment et belle journée à vous. On prend derrière quelqu'un d'autre qui se signale au bout du 92 03 60 31 97 24 26 deux fois avec la complicité de Théo Javon. Bonjour, auditeur. Allô. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y, vous êtes en direct, s'il vous plaît. Oui, c'est AZ depuis Attiékou. Oui, AZ, comment vous allez? Ça va, chez vous? Nous allons tous bien, nous vous écoutons. J'aimerais parler un peu de la Juve et du Barça. Allez-y, rapidement. Je pense que ce sont des équipes qui ont des problèmes similaires. Surtout au niveau du Barça, la défense n'est pas aussi comme les années précédentes. Au niveau de la Juve, je pense que c'est Cristiano qui manque. Avoir le match d'hier, c'est un peu ça, parce que hier, si Cristiano était là, je pense que le match serait gagné. Vous reconnaissez qu'aujourd'hui, la Juve dépend de Cristiano Ronaldo, c'est ça? Pas vraiment, mais bon, il a aussi sa place, il a son influence sur l'équipe. S'il est là, je pense que les résultats seront plus meilleurs que ça. D'accord. Voilà qui est dit. Au niveau du Barça, il faut revoir un peu aussi les compositions. Parce que non seulement la défense n'y est pas, et Piqué aussi, bon, c'est pas encore ça. Il est devenu un Piqué tout récent. Voilà. Merci beaucoup à AZ d'Attiékou. C'est une dame, hein. C'est une dame qui vient de vous appeler. Hein. Elle adore le football, donc voilà. Merci, à très bientôt. On va prendre un autre auditeur avec Théo Javon. Est-ce que quelqu'un d'autre se signale? 92 03 61 97 24 26 deux fois. S'il est là, on le prend. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment vous portez-vous? Je vais bien. D'accord, nous vous écoutons. C'est l'abbé de Soboto. Oui, l'abbé, ça va bien? Oui, je vais super. D'accord. Je n'ai pas été d'accord dès le début de l'émission de... Fifi disait que le Classico n'a pas été un grand match. J'ai dit, mais plutôt ça a été un très très grand match. Mais c'est son avis. Non, ce n'est pas un grand match. Avec 25 tirs, c'est un grand match. D'accord. Pour une fois, je ne peux pas inciter Zidane. Oui. Je lui dis félicitations. Mais il est très petit quand même. Pour la Juve, qui avait toujours dépendant de toutes dans les équipes où il est. Donc, il manque beaucoup à la Juve. Donc, c'est un joueur indispensable, on peut le dire ainsi. Très indispensable. Partout où il est passé. En tout cas, vivement. N'est-ce pas? Merci beaucoup, l'abbé. À très bientôt. On va prendre le taux dernier. S'il est là, le taux dernier de la journée, s'il est là, on le prend pour le dernier de la route. Apparemment, oui. Il est là, Théo? Non. Il n'est pas là. On va faire le tour de... Oui, il est là? Bonjour. Ouais, mon grand. Oui, comment vous allez? Je m'avais pour terminer, c'est Gérardson. Ah, vous êtes encore là? Ah ouais. Allez-y. Il y a du crise de notre côté. Ah, d'accord. Ouais, vraiment, il y a du crise. Okay. Parce que vraiment, Zidane a réussi à battre le Barça en Classico. Oui. Mais lui aussi, des fois, il est en dessous de ses choix. Okay. Il faut le reconnaître. Donc, seulement statiquement, sur le papier, il arrive toujours à muscler les Barcelonais. D'accord. Dans tous les cas, même si le Real n'arrive même pas à jouer, mais il s'en sort mieux. D'accord. Donc, on prie beaucoup. Oui. Il n'a qu'à réussir à reconnaître ses esprits pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup, mon cher Gérard Tsar. C'est bien terminé pour aujourd'hui. On remercie Fifi, Franck Lounyama, merci. Merci également Noël de Souza, merci. Et Loma Dovon et Théo Javon. On se souhaite une belle journée. On dit un coucou particulier à Bara David. Et surtout, belle semaine de travail à toutes et à tous. Bonjour à Abdou, à Soumanou. Voilà qui est dit. Bonjour à Arlette, depuis l'orphelinat Seroubed, la solution. Ils nous suivent là-bas, ils font quand même un bon boulot. À très bientôt. Bye bye. Ciao sur la radio qui mouille le maillot.